C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la justice tunisienne qui confirme la peine de 8 ans de prison à l'encontre de Sadia Mosbah. La militante antiraciste est accusée avec d'autres membres de son association de malversation financière. Nous serons à Tunis dans ce journal. Les 2 ans de la répression des manifestations contre la loi des finances au Kenya. Les violences policières avaient fait plus de 60 morts et des centaines de blessés. Depuis, de nombreux Kenyans ont peur de manifester. Les détails dans un instant. Et puis à la fin de cette édition, nous irons au Bénin où des créateurs misent sur les jeux numériques pour faire découvrir le patrimoine du pays aux plus jeunes. Reportage de nos équipes à suivre. Sadia Mosbah, la militante antiraciste tunisienne, a donc été condamnée en appel à 8 ans de prison pour malversation financière. Sadia Mosbah est à l'origine d'une loi pionnière contre le racisme au Maghreb. Elle avait été arrêtée le 6 mai 2024. D'autres membres de son association qui luttent contre la discrimination raciale ont également été condamnés. La correspondance à Tunis de Lilia Blaise. C'est un coup dur pour les proches et les avocats de Sadia Mosbah avec la confirmation en appel de cette condamnation à 8 ans de prison et 100 000 dinars d'amende, soit 30 000 €. Elle est accusée de malversation financière, parmi lesquelles blanchiment d'argent sous le coup de la loi antiterroriste, enrichissement illicite ou encore non-tenue de la comptabilité de l'association Nenti, dont elle est présidente. D'autres membres de l'association ont été condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans de prison, avec sursis pour la plupart. Des accusations totalement infondées, selon les avocats de Sadia Mosbah et l'ONG Amnesty International. L'interrogatoire s'est basé sur des questions provenant du décret-loi numéro 88 relatif aux associations, qui contient des peines et des sanctions de nature soit administrative, soit fiscale, soit civile. Donc ça n'a rien à voir avec le blanchiment d'argent. Malheureusement, aujourd'hui, le procès de Sadia a été entaché complètement par une campagne de diabolisation sur la question liée au racisme et notamment sur les questions migratoires. Elle est plus qu'un bouc émissaire, elle est une réelle victime aujourd'hui de ces décisions. Il faut rappeler que Sadia Mosbah était connue en Tunisie pour avoir participé à l'élaboration de la loi contre le racisme et la discrimination raciale promulguée en 2018. Elle s'est aussi toujours battue contre le racisme anti-noir en Tunisie et contre la discrimination envers les migrants subsahariens. Ce 25 juin au Kenya, cela fera 2 ans que les manifestations contre la loi des finances en 2024 ont dégénéré. Les violences policières avaient fait plus de 60 morts et des centaines de blessés. Alors que la société civile s'apprête à descendre dans la rue, beaucoup ont peur de la répression. Ces dernières années, l'usage de la force s'est répandu dans le pays. Austin Makoha, Kene Onyako, Kevin Madaka. Les noms des 62 Kenyans tués par la police lors des manifestations de juin 2024, cités en hommage devant les autorités religieuses, la société civile et des politiciens d'opposition. À la veille d'une marche blanche organisée dans la capitale, ils craignent une nouvelle répression. Nous avons peur et ne voulons pas perdre plus de Kenyans. Nous-mêmes, qui sommes habitués à descendre dans la rue, avons peur. Nous voulons protéger nos vies, elles sont sacrées. Mais notre pays l'est aussi. Et si nous ne protégeons pas nos acquis démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus, ils finiront par disparaître. Et les violences ne s'arrêtent pas aux manifestations. Des casseurs sont fréquemment déployés pour effrayer la société civile. Ici, ils s'en prennent à la Commission des droits de l'homme en 2025. Là, ils interrompent une discussion sur la nouvelle loi de finances en juin 2026. Dans le passé, si la police tirait des gaz lacrymogènes et perturbait une réunion, elle essuyait des critiques. Les gens pouvaient dire que c'était la police qui était responsable. Alors comment parvenir à faire la même chose, mais sans pouvoir être critiqué, sans que ces actions soient liées à l'État? Il faut employer des hommes de main. À 1 an des élections générales, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de l'augmentation de ces violences. Récemment, des meetings politiques ont été perturbés. Je pense que le Kenya ira mal si cela ne prend pas fin avant l'élection de 2027. C'est un vrai problème. Cela peut affecter le droit des citoyens à voter démocratiquement
Cela affecte également leur droit à manifester. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Intérieur kényan a assuré que la police faisait son possible, mais ne pourrait empêcher les casseurs de descendre dans la rue. L'ultimatum du gouvernement gabonais aux partis politiques. Les autorités appellent les 104 formations recensées à se mettre en règle. Certains dénoncent déjà une violation à la démocratie. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangze. Le ministère de l'Intérieur, à quelques pas d'ici, les instructions sont claires. Pas de report, pas de clémence. Les partis qui ne présenteront pas un dossier complet s'exposent à une dissolution automatique, une fermeté dénoncée par des voix critiques. Mais selon le gouvernement, elle répond à une logique d'assainissement du paysage politique, car sur 104 partis existants, moins d'une dizaine sont en règle. Écoutez la réaction de Francis Obam du parti souverainiste écologiste. On est en dedans de la manipulation politique. On a envie de revenir au parti unique. Et je crois que ça, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas en essayant d'étouffer les partis politiques qu'on va étouffer la parole. Tel que nous sommes, membres de la CNR, nous continuerons à nous exprimer ensemble en tant que citoyens. Pourtant, le PSE, comme d'autres formations politiques, Ensemble pour le Gabon de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé ou encore le Bloc démocratique chrétien, assure être à jour. Le BDC va même plus loin, il applaudit le grand ménage annoncé. Le BDC soutient cette réforme qui est une émanation du dialogue national et vise un double objectif. Le premier, c'est de donner un visage aux partis politiques. Le deuxième objectif, c'est de moraliser la vie politique dans notre pays. Donc tout débat autour de cette question est inutile. Pour rappel, la nouvelle loi impose 10 000 adhérents réels, identifiés et équitablement répartis à travers les 9 provinces du pays, un siège physique et un compte bancaire et des statuts à jour. Bref, un cahier de charges conçu pour faire le tri entre les formations nationales et les coquilles vides. Le verdict sur les dossiers en cours d'examen au ministère de l'Intérieur sera connu dans quelques jours. Le journaliste d'investigation Atiana Serge Oulon a été enlevé il y a 2 ans par les forces de sécurité burkinabées et n'a pas réapparu depuis. Plusieurs ONG internationales, dont Human Rights Watch et Reporters sans frontières, demandent sa libération. Elles appellent les autorités à faire la lumière sur son sort et dénoncent une disparition forcée présumée. Au Zimbabwe, le Sénat a validé un projet de loi visant notamment à modifier le mandat présidentiel passant du quinquennat au septennat. Le président Emmerson Mnangagwa pourra se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030 sans nouvelles élections. La correspondance régionale de Caroline Dumais. C'est un tournant dans le système politique du Zimbabwe. Non seulement le président Emmerson Mnangagwa, au pouvoir depuis bientôt 10 ans, va pouvoir rester jusqu'en 2030, soit 2 années supplémentaires, mais le texte prévoit que le futur chef de l'État sera élu par le Parlement et non plus au suffrage universel. Un Parlement qui est depuis l'indépendance dominé par un même parti, le ZANU-PF. Alors ce texte a connu beaucoup d'opposition de la part de hauts gradés, de membres même du parti au pouvoir et bien sûr de membres de l'opposition. Une plateforme citoyenne avait été mise en place par Tendai Mbiti, avocat ex-ministre des Finances, qui avait d'ailleurs connu plusieurs actes d'intimidation. Ces derniers jours, son bureau était encerclé par la police. Il a quand même tenu à répondre à nos questions. Ils ont complètement fermé l'espace politique. Ils sont parano, schizophrènes. Ils sont en roue libre et quand ils sont comme ça, ils font n'importe quoi. J'imagine que les choses vont s'aggraver. Nous attendons à des arrestations, des assassinats, parce que c'est ce que le ZANU-PF est. C'est dans leur ADN. La Constitution prévoit que tout changement dans le mandat présidentiel doit être approuvé par référendum. L'opposition a promis de résister. Et on en vient à cette question. Comment transmettre l'histoire aux jeunes générations quand les écrans occupent une place centrale dans leur quotidien ? Au Bénin, des créateurs misent sur les jeux numériques pour faire découvrir autrement leur patrimoine. Entre cartes réalité augmentée et univers inspiré du jeu vidéo. Reportage de nos équipes Emmanuel Sodji et Justin Gbeyimni. Non, tu déposes. Doc Oumiton est né après la restitution au Bénin en 2021
de 26 trésors royaux par la France. Le principe de ce jeu de cartes, reconstituer ce patrimoine. Avec la mondialisation, les enfants d'aujourd'hui s'intéressent beaucoup moins à la culture. Donc c'est important de jouer ça pour rappeler d'où l'on vient et ce qu'on est réellement. Pour les plus jeunes, qui apprennent ainsi à identifier ces objets culturels, l'histoire devient plus concrète. Tu sais à qui appartient ce trône? Oui. Grâce à une application, les joueurs vont plus loin. Chaque objet est expliqué. On est convaincu qu'en jouant, il va mieux maîtriser la culture du pays pour pas transmettre à ses amis et aux futures générations. Dans les locaux de Dokumiton, l'équipe veut désormais aller encore plus loin dans le numérique. Les utilisateurs pourront revivre un événement historique du Bénin. Avec leur téléphone portable, ils pourront scanner une surface plane et faire apparaître en fait une reconstitution 3D d'un événement qu'ils auraient choisi. Rendre l'histoire immersive ne suffit pas. Il faut aussi éviter de la déformer. Les récits sont donc travaillés à partir de sources fiables. On s'est rapproché des institutions locales, dépositaires en fait de la culture. L'équipe soigne aussi les détails. L'utilisateur béninois doit y retrouver des repères familiers. Des faits, la voix, des expressions natives qui permettraient cette immersion-là. Chez Zegrio.gaming, on explore aussi un terrain que les jeunes connaissent bien, le jeu vidéo, les puzzles, les quiz et les défis. L'application reprend ces codes pour les aider à découvrir leur patrimoine autrement. Vous pouvez voir d'autres personnes compétir avec d'autres personnes un peu partout dans le monde en temps réel. Il y a une monnaie virtuelle ancrée même dans notre monnaie traditionnelle. Il y a un parcours et ça vous permet vraiment de vous retrouver au cœur même de l'histoire. En Afrique du Sud, Reloaded met en scène la récupération d'artefacts conservés dans des musées occidentaux. Comme au Bénin, le jeu vidéo devient une autre façon de partager son histoire. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Doussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.